Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Marc Lepelletier, arboriculteur et fondateur des Fruits de Mume. Bonjour Marc. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler des Fruits de Mume? Qu'est-ce que c'est et puis comment tu en es venu à faire cette activité? Alors les Fruits de Mume, c'est un verger que j'ai repris sur la commune de La Ferrière, près de La Roche-sur-Yon. Donc c'est un verger qui a été planté il y a une trentaine d'années par un retraité du Poiré-sur-Vie en fait, qui pour occuper sa retraite a planté ce verger et qui a été repris il y a une quinzaine d'années par Laure et son mari qui était apiculteur. Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le reprendre en début d'année, en mars 2023. Donc c'est un verger très diversifié sur environ 4 hectares, avec principalement des fruits à noyaux, donc beaucoup de cerisiers, beaucoup de pruniers, un peu de pommes, poires, quelques fruits à coque, noix, châtaignes. J'ai aussi pas mal de cognaciers, quelques néfliers pêchés. Et donc là, au printemps, on a planté des agrumes et des petits fruits rouges sur une prairie qui restait dans le verger. Donc voilà, l'idée c'était de diversifier au maximum ce verger pour le rendre le plus résilient d'un point de vue économique. Donc voilà un petit peu le projet tel qu'il est né cette année. Alors il n'y a pas que ça, hein, il y aura d'autres projets à l'avenir. Et puis oui, une partie importante de l'activité, c'est la transformation. D'une part parce que ça permet de valoriser les fruits et puis d'éviter le gaspillage. Donc voilà, ça vient compléter la vente de fruits frais, principalement en autocueillette. L'idée, c'est de permettre aux gens de pouvoir acheter des fruits bio à pas trop cher, en venant les cueillir eux-mêmes. C'est vrai que par rapport à un prix en magasin, on va être du simple au triple assez facilement, quoi. Et puis après, il y a de la vente en frais dans des magasins bio spécialisés bien connus, vente à la ferme. Je fais quelques marchés également, donc voilà, ça m'occupe bien et ça m'épanouit énormément. Et alors, qu'est-ce qui t'a mené sur cette voie des fruitiers, du verger? Parce qu'au début, c'était pas ton activité principale. Comment t'en es venu à t'intéresser à ça et à vouloir travailler dans ce secteur? Oui, alors effectivement, j'étais sapeur-pompier professionnel auparavant. Et puis en fait, j'ai pris un congé parental en 2018, un congé d'1 an, pour accompagner mon deuxième enfant jusqu'à ses 3 ans. Et donc ça a été une année pleine de révélations, puisque cette pause professionnelle m'a permis de prendre conscience de certains enjeux écologiques dont je n'avais pas conscience jusqu'à présent. Et donc j'étais convaincu de vouloir me reconvertir dans le milieu agricole. À l'époque, je ne savais pas trop dans quel domaine. Alors j'ai essayé un petit peu de maraîchage, j'ai fait quelques fournées de pain avec un paysan boulanger local. Et tout ça, ça m'intéressait, mais je sentais que j'avais pas forcément envie d'y passer les 20 prochaines années. Et puis il se trouve, ça va t'intéresser d'ailleurs Benjamin, que c'est à l'occasion d'un stage de jeûne effectué dans les Pyrénées chez des amis dont le mari en fait est un ancien prof d'arboriculture dans une école d'agriculture d'Angers. Et puis Camille, elle était naturopathe, c'est elle qui me suivait pour le jeûne. Et donc en fait dans les discussions entre l'apport nutritif et la qualité nutritionnelle des fruits, et puis le fait que Samuel soit un ancien prof d'arboriculture, c'est vrai que moi en plein questionnement en fait ça m'est apparu. Et puis le fait d'être en stage de jeûne, dont on dit souvent que ça offre une meilleure lucidité d'esprit dans ces moments-là, et ben l'arboriculture s'est apparue comme étant une évidence, parce que ça avait du sens de produire des fruits bio locaux, parce qu'il y a peu de vergers en Vendée, encore moins de vergers bio, et que je sentais qu'il y avait un truc à faire et que c'est quelque chose qui pourrait m'épanouir. En plus, à l'âge que j'ai 45 ans, c'était pas forcément, je me voyais pas forcément faire du maraîchage par exemple sur les 20 prochaines années, parce que c'est quand même très physique. On est quand même souvent à quatre pattes ou en tout cas proche du sol. Voilà, l'arboriculture ça me va bien, et puis voilà, en plus il y a toute une symbolique avec les arbres derrière tout ça, donc
Donc c'est comme ça que je me suis lancé dans une formation à distance dans cette même école d'Angers où où Samuel était professeur. Et donc une formation à distance, et puis en parallèle, donc cette rencontre avec Laure qui avait ce verger à 5 minutes de chez moi. Et à l'origine, j'allais la rencontrer pour avoir des infos sur le métier d'arboriculteur, mais dans la discussion, j'ai compris qu'elle n'était pas fermée à l'idée que ce verger soit repris. Et donc, en fait, j'ai imaginé un peu ce qu'on pouvait faire de ce verger pour qu'il puisse quand même permettre d'en vivre. Et puis, j'ai proposé ça à Laure, ça lui a plu. Et puis finalement, voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à entretenir ce verger. Et puis, on a commencé à convenir que c'est moi qui le reprendrais, quoi. Et donc, voilà, ça s'est fait officiellement en début d'année. Donc voilà un petit peu tout ce cheminement. Mais tu vois, en 2018, je m'étais donné 5 ans pour me reconvertir dans le milieu agricole. Et puis finalement, je suis plutôt content. L'objectif a été atteint, puisqu'on est en 2023 et ça y est. La page sapeur-pompier est tournée. Et qu'est-ce qu'on découvre justement dans ce milieu-là? Parce que c'est un milieu que tu ne connaissais pas forcément avant. Et j'imagine que tu avais peut-être des idées un petit peu sur le milieu. Et puis comment ça se passe justement, cette découverte de tout ce monde-là, cette connexion à la terre, etc. Bon, je pense que la connexion ou l'envie, je l'avais déjà avant de me lancer dans cette formation. Déjà parce que dans mon propre jardin, j'avais déjà planté plein d'arbres, plein d'arbustes fruitiers, et j'aimais déjà ça, mais à titre de loisir. Mais c'est vrai que j'avais jamais imaginé que je puisse en faire un jour mon métier. Donc j'avais déjà un goût, je pense, pour le fait d'avoir les mains dans la terre, que ce soit en plantant des arbres ou en cultivant quelques légumes comme tout le monde. Donc voilà, après c'est sûr que quand on se lance vraiment dans une entreprise agricole, il y a des notions qu'on n'a pas, et c'est vrai que le monde agricole, c'est un monde quand même, je pense, assez méconnu. Enfin, quand on n'est pas issu du milieu agricole, comme moi, mes parents n'étaient pas du tout agriculteurs, ils sont nés à Paris, donc j'ai aucune racine dans le milieu agricole. Et c'est vrai que ça paraît... il y a beaucoup d'inconnus. En fait, on a du mal à savoir quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on achète des terres agricoles, comment tout ça... Enfin, ça paraît très très complexe. Et même encore aujourd'hui, je pense que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Donc c'est vrai que c'est surtout l'acquisition du foncier. Je sais que pour beaucoup de porteurs de projets, c'est une vraie problématique. Et c'est tant mieux qu'on ne puisse pas acheter des terres agricoles comme ça pour en faire n'importe quoi. Mais pour ceux qui veulent en faire quelque chose de bien, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je peux te dire sur ce milieu agricole que je découvre. Mais voilà, ça reste un beau milieu parce qu'il y a une belle solidarité, en tout cas dans le monde paysan. J'utilise le mot paysan parce que le projet, je l'imagine, peu mécanisé, avec vraiment une empreinte carbone qui soit la plus faible possible. Et donc voilà, on est sur un travail beaucoup plus manuel que l'agriculture conventionnelle, avec les gros tracteurs, comme on la voit aujourd'hui. Et donc il y a tout un tissu paysan qui s'est développé autour de cette philosophie où le travail est quand même majoritairement manuel. Et c'est chouette parce qu'il y a une bonne ambiance et on se retrouve un peu sur les valeurs qu'on porte dans nos activités respectives. Et qu'est-ce qui motive justement ces choix de la qualité, du local et puis du peu mécanisé? Parce que je sais que tu t'es intéressé à tout ce qui était le domaine de la résilience pendant un moment, que tu as d'ailleurs fait des super vidéos et des belles interviews avec le petit manuel de résilience. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tout ça aussi, de cette quête et puis de finalement le pourquoi de tes actions? C'est déjà face au constat que l'agriculture intensive a beaucoup abîmé la biodiversité, les sols, a beaucoup pollué. Déjà, c'était un modèle qui m'attirait pas trop. Et puis, c'est un modèle qui, pour moi, n'a pas trop d'avenir parce que beaucoup trop dépendant d'intrants tels que le pétrole, pour le carburant, pour les engrais, pour les pesticides, dont beaucoup sont faits à base de pétrole, et sont en plus transportés par des camions qui tournent au carburant. Donc tout ça, c'est pour moi le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui, il est peu résilient, que ce soit en matière de production ou en termes de distribution, parce que demain, si les supermarchés ne sont plus approvisionnés pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, personne ne sait comment se nourrir.
et ce serait un peu la panique. Et donc, effectivement, j'ai travaillé un peu sur ces questions de résilience alimentaire après avoir pris conscience de cette fragilité dans laquelle on s'est mis aujourd'hui. Et donc le projet, il est né aussi de cette volonté de relocaliser une production alimentaire au-delà du fait qu'elle soit saine pour la santé, avec des fruits qui soient bio, donc c'est bon pour la santé, et en plus il n'y a pas de pesticides. Donc l'idée, c'était de produire des bons fruits et de pouvoir les vendre localement pour que justement pour être le moins dépendant possible du carburant pour transporter ces fruits, mais aussi dans la production, dans le mode de production, d'être le moins dépendant possible de tracteurs pour produire ces fruits. Parce que si demain il y avait plus de pétrole ou beaucoup moins ou beaucoup plus cher, il faudrait qu'on puisse quand même arriver à se nourrir. Et donc voilà, je pense que ce verger permet de faire sa part à ce niveau-là pour produire localement. Puis aussi toute ce pouvoir finalement des arbres et des arbres fruitiers qu'ils peuvent avoir donc sur la biodiversité et puis sur l'impact écologique. Pour toi justement, quel sens ça a aussi de planter du fruitier, du nourricier? Effectivement, il y a toute une symbolique autour de l'arbre, de par sa majesté. Certains arbres sont juste superbes. Alors effectivement, j'ai pas d'arbres fruitiers qui sont de très très grands sujets, mais on sait qu'effectivement, pour stocker du carbone, pour améliorer la biodiversité, on sait qu'en fait, si on offre le gîte et le couvert à la faune sauvage, en fait, elle va vite reprendre possession des lieux, et les arbres sont un excellent moyen d'y parvenir. Et donc, dès lors que l'on plante des arbres qui sont donc des plantes pérennes, on offre ce fameux gîte et ce fameux couvert à la biodiversité. Donc c'est un moyen pour moi de contrer un peu cette 6e extinction de masse qu'on est en train de faire avec je le disais tout à l'heure, avec ce modèle agricole intensif qu'on a développé depuis l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, et qui a totalement dévasté nos campagnes, quoi. On a dévasté nos campagnes avec ces pesticides, avec ces engrais, où la terre n'est devenue plus qu'un substrat en fait, dans lequel on fait pousser du blé ou autre chose, et où en fait la plante pousse juste parce qu'on y met des engrais, et comme elle est fragilisée et exposée aux maladies, on y met tous ces produits qui finissent en hydre et qui sont absolument affreux pour la biodiversité. Donc ça, c'est un modèle dont il faut absolument qu'on sorte, parce que pour moi, il a aucun avenir, quoi. Et donc, effectivement, un verger avec des arbres, ou avec le moins de traitement possible. D'ailleurs, on a le projet, on en reparlera tout à l'heure si tu veux, de planter un verger justement de forme circulaire pour justement n'utiliser aucun intrant. L'idée, c'est d'aller vers ça. En fait, c'est même pas d'être certifié agriculture biologique, c'est d'aller plus loin. Parce que l'agriculture biologique, c'est plutôt bien parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Mais au final, on utilise quand même des produits qui sont biologiques, mais qui sont quand même des produits qui sont parfois pas anodins. Et qui restent des intrants dont on est dépendant. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, en recréant un écosystème où finalement tout s'autorégule, où on fait... le design va jouer sur l'effet barrière, par exemple, pour empêcher les ravageurs et les maladies de rentrer dans le verger, où on va faire venir justement cette fameuse faune sauvage pour lutter contre des parasites, en leur permettant de venir, donc avec une mare, avec des perchoirs, avec des nichoirs, des pierriers. Et donc voilà, tout ça va peut permettre une autorégulation en fait, du verger. Et puis une clé de voûte aussi, c'est la vie du sol. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a négligé ces dernières décennies dans l'agriculture, c'est la vie du sol. C'est la clé de voûte de la bonne santé des arbres, des plantes, et donc des rendements, des fruits pour ce qui concerne un verger. On méconnaît considérablement ce qui se passe sous nos pieds, et pourtant Dieu sait que c'est vraiment primordial pour faire de l'agriculture. Et comment est-ce qu'on prend soin de cette vie du sol, justement Là, après, on peut appliquer des grands principes de permaculture
que nos amis permaculteurs connaissent déjà. C'est un principe de base. S'il y en a un à suivre et à respecter, c'est de n'avoir jamais un sol à nu. C'est s'assurer que le sol est toujours couvert, qu'il y a toujours une couverture végétale sur un sol. Et après, d'une manière générale, c'est ne pas ne pas utiliser donc de produits chimiques ou même biologiques. En fait, un sol, pour être en bonne santé, il doit être bien aéré et on doit avoir certains types de micro-organismes. En fait, alors les bactéries, les champignons sont les deux principaux que tout le monde connaît. Il y a 3 autres familles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a 3 autres familles, notamment les nématodes, protozoaires et micro-arthropodes, qui sont indispensables à la vie du sol. Et tout ça, avec les vers de terre, en fait, participe à faire de ce sol un sol vivant et qui permet en fait de mettre à disposition des racines des arbres ou des plantes les nutriments dont ils vont avoir besoin. Et c'est cette vie du sol en fait qui met à disposition des racines qui permettent les échanges au niveau racinaire. Et donc si on a une bonne vie du sol, on va avoir des plantes qui vont avoir accès à ces nutriments, qui vont devenir biodisponibles pour elles. Et si on n'a pas une bonne vie du sol, on va avoir des racines qui vont avoir du mal à trouver à manger, et donc on va avoir une plante qui va grandir moins vite, qui va faire moins de fruits, qui sera en moins bonne santé, alors qu'à contrario, avec une bonne vie du sol, on aura des plantes en bonne santé. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de tes projets? Donc il y a ce verger existant, il y a ces plantations d'agrumes en Vendée, et il y a ce verger circulaire. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors pour les agrumes, je peux en dire un mot. Effectivement, l'idée c'était de diversifier le plus possible ce verger qui était déjà existant et déjà bien diversifié. Et les agrumes rustiques, c'était, je trouvais, une entrée intéressante parce que ça vient casser en fait des idées reçues comme quoi les agrumes ne peuvent pas pousser par chez nous, ce qui est faux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vergers commerciaux par chez nous, hormis dans le sud de la France ou en Corse. Et puis sinon, après, ça vient d'Espagne ou d'Italie. Donc c'est vrai que la distance est finalement assez grande entre les Pyrénées-Orientales ou la Côte d'Azur jusque chez nous pour se dire, ah oui, en Vendée, finalement, on peut faire pousser des agrumes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a implanté des clémentiniers, des mandariniers, des citronniers, des pommelots, des kumquats et des orangers pour commencer dans le verger. L'idée, c'est de planter aussi d'autres agrumes par la suite, d'autres espèces. Et parce que c'est greffé sur des porte-greffes rustiques et qu'en fait, alors peut-être, on n'aura probablement pas les rendements que l'on peut avoir en Espagne ou en Italie, mais peu importe. L'idée, c'est de produire localement, donc toujours dans cette idée de production locale et de résilience alimentaire, de produire des agrumes locaux. Voilà, c'est de la vitamine C locale, et donc ça, j'y crois beaucoup. Et puis le verger circulaire, l'idée c'était d'essayer de recréer un écosystème dans un verger, justement avec un design un peu innovant, alors que je n'ai pas du tout créé. Je me suis juste inspiré d'un verger qui est à titre d'expérimentation près de Valence, dans la Drôme, qui a été planté comme ça. C'est un projet mené par l'INRA en fait. Et où l'objectif, d'ailleurs ils ont appelé ça le projet Z comme zéro intrant. Et donc ils ont planté ce verger de forme circulaire parce qu'ils sont partis de l'hypothèse que c'était la forme qui permettait a priori de permettre une meilleure régulation naturelle des choses dans ce verger, avec notamment cet effet barrière. En fait, comme c'est des cercles concentriques, eh bien, on a cet effet barrière qui empêche les parasites de rentrer dans le verger. Et sur un cercle sur un cercle concentrique, vous allez avoir au moins 6 espèces fruitières. Et si par exemple vous avez sur 1/6 les pommiers, eh bien vous aurez plusieurs variétés de pommiers. Donc en fait, 2 variétés de pommes ou de poires ou de ce que vous voulez ne seront jamais côte à côte. Donc ce qui empêche un parasite de venir, par exemple si vous avez de la reine des rainettes, si vous avez un parasite qui vient vous abîmer un arbre, avant qu'il retrouve un autre pommier reine des rainettes, il va falloir qu'il aille beaucoup plus loin, ce qui limite les risques de propagation de ce parasite. Donc voilà, et donc l'idée c'est de faire de ce verger un lieu d'autocueillette,
pour que les gens puissent venir cueillir leurs fruits eux-mêmes. Et puis un verger pédagogique pour que justement on puisse montrer qu'on peut faire un verger sans intrants, voilà, naturellement, juste en misant sur la biodiversité. Donc ça c'est prévu pour cet hiver. Ouais. On va commencer à planter cet hiver. Et l'objectif, c'est que ce soit de l'autocueillette, c'est ça? Donc les personnes puissent venir et puis apprendre et justement voir comment ça fonctionne, ce type de verger, et pouvoir récolter pour... Ouais, c'est ça. Il y a deux idées derrière tout ça. C'est la cueillette de fruits et puis le côté pédagogique par rapport à la conduite du verger, en fait, qui se ferait sans intrants. Ça peut être aussi bien pour les gens qui vont venir cueillir que pour, par exemple, des écoles qui seraient les bienvenus pour leur expliquer comment fonctionne le verger et comment on peut cultiver des fruits sans utiliser le moindre produit. Puis il y aura des fruits aussi assez exotiques, au-delà des... ou peut-être un peu moins communs, en dehors des agrumes qui sont déjà assez rares, parce que je crois que tu es le premier verger, en tout cas, d'agrumes en Vendée. Oui, en Vendée, a priori dans les Pays de Loire, ou enfin dans la région, ça doit être le premier verger commercial. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agrumes rustiques déjà plantés, hein. Il y en a chez des particuliers ou chez des pépiniéristes, mais à titre commercial, oui, a priori c'est le premier verger de ce genre. Et au niveau des espèces fruitières, dans le verger circulaire, par exemple, on prévoit de mettre alors des espèces classiques type pommes, poires, prunes. On mettra aussi un peu de pêche. On va essayer de l'abricot, en jouant sur le côté microclimat généré par le verger circulaire, le fait d'avoir des cercles concentriques pour jouer sur les microclimats qui permettraient à des abricotiers de fructifier plus facilement. Également des figuiers. Et puis des espèces un peu plus exotiques comme des grenadiers, des feijoas, plaques miniers ou jujubiers aussi. Des espèces en plus qui peuvent être intéressantes parce qu'elles résistent un peu mieux à la sécheresse que certains arbres par chez nous. Donc ça peut être intéressant de tester ça aussi par chez nous. Hein. Et dans tes réflexions, justement, est-ce qu'il y a aussi une projection dans l'avenir avec des potentielles perturbations climatiques? Est-ce que c'est des choses du coup que tu as inclus dans tes réflexions avant de faire justement ces choix de plantation? Sur les variétés exotiques dont je viens de te parler, effectivement, l'idée c'est de pouvoir tester par chez nous à plus grande échelle des variétés exotiques qu'on a peu, hein, feijoa, grenadier, jujubier, tout ça c'est très peu répandu par chez nous. Et donc c'est dans une logique effectivement de pouvoir résister un peu mieux à la sécheresse que d'autres arbres. Après, oui, on sait on voit bien qu'on est soumis à des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Après, on ne sait pas exactement. Pour l'instant, les hivers sont quand même relativement doux. Enfin, je ne sais pas si on va aller vers des hivers plus rigoureux. Effectivement, les étés sont quand même chauds et secs, ce qui d'ailleurs nous incite à essayer de suivre un des principes de permaculture, c'est de stocker le maximum l'eau quand elle est disponible, comme c'est le cas en ce moment. donc voilà, on va essayer de stocker un maximum, que ce soit dans le sol ou dans des mares, pour ensuite pouvoir les réutiliser l'été quand il fait chaud et sec. Donc voilà, mais oui, c'est une composante qu'on intègre. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la volonté était justement de diversifier un maximum ce verger en termes d'espèces fruitières, parce qu'on sait que selon les aléas climatiques qu'on va avoir, certaines espèces ne vont pas du tout bien marcher cette année. Par exemple, cette année, les cerises, ça a été catastrophique. Mais peut-être que l'an prochain, ce sera prolifique, et on ne le sait pas. Mais si l'an prochain c'est prolifique, peut-être que j'aurai pas de châtaigne ou j'aurai pas de coin, alors que cette année j'en ai eu beaucoup. Donc en fait, tout ça permet d'équilibrer un petit peu et d'assurer la résilience économique de l'entreprise, du projet, pour finalement avoir toujours des choses qui marchent, donc toujours un petit peu de revenus. Donc la finalité, ça reste quand même de pouvoir en vivre un petit peu.
Donc voilà, ça fiabilise. Là où d'autres vergers qui sont... voilà, si on cultivait par exemple que des prunes, des pêches et des abricots, bon bah forcément, si on a un gel tardif début avril, on risque de perdre 95% de la production. Et là, si on n'a pas les reins solides, forcément, c'est plus périlleux. Donc voilà. Et comment ça se passe justement cette reconversion? Parce que du coup, il y a cet objectif justement de pouvoir fonctionner et cette résilience économique. Et la transition, j'imagine qu'elle n'est pas toujours évidente entre deux activités complètement différentes. Comment est-ce que ça se passe justement au niveau des réflexions? Et à un moment, on se dit, bah, on se lance et du coup, on laisse derrière une autre partie de son activité précédente. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, cette transition? Moi, ça s'est passé en fait en 2021, où en fait, on était dans la période un peu Covid, et on va dire que, sans rentrer dans le détail, il y a pas mal d'éléments exogènes qui ont accéléré ma volonté de partir des pompiers et d'accélérer en fait le calendrier de ma reconversion professionnelle. Donc ça s'est fait assez rapidement en fait. C'est vrai qu'initialement j'étais plus parti pour faire la formation à distance en même temps que je restais un petit peu chez les pompiers pour on va dire sécuriser les aspects financiers. Et puis en fait plusieurs éléments ont fait que je suis parti plus tôt que prévu et que je me suis débrouillé autrement en fait pour sécuriser un petit peu les aspects financiers et pouvoir entamer cette reconversion tout en sérénité. Donc c'est vrai que comme je suis parti des pompiers début 2022, eh bien ça m'a permis d'être à 100% dans la reconversion, et avec du recul c'était la bonne solution, parce que ça m'a permis d'être vraiment à 100% dans ma formation, dans l'entretien du verger, dans les premières plantations. Donc au final, ça a été très très bien. Ça a été confortable de pouvoir me reconvertir comme ça finalement. Du coup, toi, ça faisait combien de temps que tu étais dans ce monde-là, du coup, des sapeurs-pompiers, et qu'est-ce que tu faisais exactement comme... J'étais 20 ans pompier. En fait, j'étais officier, donc j'ai démarré au grade de lieutenant en 2003, et puis j'étais en Normandie. Après, je suis arrivé en Vendée, où j'ai été dans plusieurs casernes. Donc en gros, j'ai été 15 ans en caserne, jusqu'à commander la caserne de Fontenay-le-Comte, par exemple. Et puis après, j'ai terminé à l'état-major, où j'étais dans des services un peu plus administratifs à gérer. Alors je me suis occupé quand même du centre opérationnel, où on appelle les secours, là, 1812. Et puis après, je me suis occupé d'un service plus administratif. Donc je le savais que en commençant, enfin en faisant une carrière d'officier, je prenais le risque d'être un petit peu plus détaché de l'opérationnel au fil du temps, et que ça puisse avoir un peu moins de sens pour moi d'être quand j'étais encore en caserne. Il y avait un contact humain, il y avait un contact de terrain qui était quand même encore assez présent. Forcément, sur la fin, c'était un peu moins le cas, donc ça avait moins de sens pour moi, et puis je sentais que j'étais aspiré par cette reconversion professionnelle, donc c'est pour ça que voilà, je l'ai fait avec beaucoup de passion pendant des années, ou sans forcément compter mon temps. Mais voilà, sur la fin, ça avait moins de sens, donc j'étais en quête de sens, comme on dit. Et cette quête de sens, tu la nourris justement par beaucoup de déplacements et des interviews et des vidéos, donc avec le petit manuel de résilience. Ça t'a amené jusqu'où, et qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans tout ce que tu as pu voir et observer d'inspirant? Effectivement, j'ai fait une quinzaine de reportages en sillonnant la France pour aller voir un petit peu les initiatives qui, selon moi, amélioraient la résilience des territoires. Je pense que j'allais en fait inconsciemment chercher des idées que je trouvais pertinentes pour améliorer la résilience de mon territoire, donc en Vendée ou autour de La Roche-sur-Yon, avec l'idée un petit peu naïve que ça puisse inspirer d'autres personnes et que finalement ça puisse faire tache d'huile. Alors je ne sais pas si ça a pu inspirer des personnes de voir ces reportages, j'ai la naïveté, j'espère, mais en tout cas moi ça m'a effectivement beaucoup nourri. Qu'est-ce qui m'a inspiré le plus comme reportage? Forcément le tout premier était quand même c'est un coup de cœur, c'était la régie communale agricole de Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes.
où en fait, sur un terrain communal, la commune a embauché des maraîchers pour cultiver des légumes bio qui sont servis à la cantine pour les élèves. Donc et à coût constant. Donc voilà, je trouvais ça juste génial de pouvoir nourrir sainement des élèves, surtout des enfants, de pouvoir les nourrir sainement avec des légumes cultivés localement, pour le coup avec une empreinte carbone qui était juste imbattable. Voilà, après il y a plein de reportages qui m'ont beaucoup inspiré, mais c'est vrai que j'étais quand même beaucoup tourné vers les aspects alimentaires, parce que la question de la résilience alimentaire est assez rapidement venue au milieu des reportages, et donc c'est une thématique que j'ai privilégiée au fil du temps. Ouais. Et justement, comment est-ce qu'on pourrait, selon toi, avoir une meilleure sécurité alimentaire, une meilleure résilience alimentaire, globalement, peut-être individuellement, et puis peut-être collectivement aussi, parce qu'il y a eu cet épisode où tu t'es présenté également au municipal de ton village. Oui, j'ai fait ça aussi. Ouais. Et justement, pour toi, dans toutes ces solutions que tu as explorées, ou toutes ces initiatives, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, peut-être reproduire ce qui s'est reproduit là où tu étais dans le sud? C'est des choses qui sont pour toi réalisables? Qu'est-ce que tu en as tiré de tout ça? Ah oui, c'est tout à fait réalisable. Et si je m'étais présenté au municipal, c'est parce que j'avais intégré l'idée que la clé de voûte de cette résilience alimentaire et de cette relocalisation d'une production alimentaire, elle passait entre autres par les maires. Qui en fait sont des élus de proximité, mais qui ont un bras de levier qui est colossal, d'ailleurs qu'ils ne mesurent pas, en fait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire aussi bien des choses très négatives que des choses très positives. Et j'en veux pour exemple quelques maires illustres, comme alors à Mouans-Sartoux, c'était l'adjoint en charge de la jeunesse, mais le maire le suivait dans toute cette démarche. En Alsace, on a Jean-Claude Mensch, qui a d'ailleurs été au cœur d'un film de Marie-Monique Robin dans sa petite commune d'Ungersheim, qui est une des championnes de France de la transition écologique. Et puis d'autres encore, dont j'ai déjà oublié le nom. Et tout ça, ce sont des élus, des maires, qui en fait, parce qu'ils étaient maires et parce qu'ils étaient convaincus et qu'ils ont su trouver les mots pour convaincre leur conseil municipal et leurs administrés, ont réussi à faire des choses juste extraordinaires dans leur commune. Des choses extraordinaires de sobriété énergétique, de relocalisation d'une production alimentaire, souvent biologique. Et donc, c'est tout à fait possible. Et à contrario, on sait aussi que ce sont ces mêmes maires qui ont fragilisé notre production locale alimentaire, parce que quand l'État leur a remis les clés du foncier au début des années 80 avec la décentralisation, les maires se sont mis à signer des permis de construire à tour de bras, et donc on a bétonné le foncier agricole comme jamais. Il suffit de voir des photos aériennes de la France des années 50, 60, 70 versus la France d'aujourd'hui, et c'est une tache d'huile qui s'est répandue autour des villages et qui a empiété sur les terres agricoles. Donc on est beaucoup plus nombreux qu'il y a quelques décennies, et on a beaucoup moins de terres agricoles aujourd'hui parce qu'on en a bétonné énormément. Et les maires sont en partie responsables de cela. Donc voilà, tout ça pour dire que les maires peuvent faire aussi bien très très bien que très très mal. Et donc pour répondre à ta question, comment relocaliser, comment améliorer, tout simplement en protégeant le foncier, en réfléchissant à ce qu'on en fait de ce foncier, et en y réfléchissant à deux fois avant de faire des lotissements ou des zones d'activité dont on sait que voilà, on ne reviendra plus en arrière pour y produire de la nourriture. Et donc protéger le foncier agricole, et puis permettre à des jeunes de s'installer aussi. Les mairies peuvent préempter, ou en tout cas peuvent aider à accompagner des porteurs de projets pour s'installer sur la commune. On est dans une période où beaucoup d'agriculteurs partent à la retraite, il y a des grosses fermes à reprendre. Plutôt qu'elles aillent à l'agrandissement, peut-être reprendre une ferme et la morceler pour y installer des jeunes porteurs de projets qui n'ont pas la possibilité de reprendre une ferme de 300 hectares qui vaut 700 000 euros. Donc là-dessus, les maires ont un pouvoir colossal, mais encore faut-il le vouloir, quoi.
Et pour le vouloir, il faut en avoir conscience, et malheureusement, beaucoup en ont encore pas suffisamment conscience. Et justement, comment ça se passe pour toi, cette découverte de ce monde-là, plus de la politique locale? J'imagine que c'est une sortie de zone de confort aussi de ta part à cette époque-là, justement d'oser cette initiative et de te présenter. Comment ça se passe? J'imagine que comme pour le monde agricole, quand tu le découvres, c'est encore un autre monde que tu découvres. Et qu'est-ce que tu en gardes? C'était une expérience riche, hein, évidemment. Ça a été très court parce qu'en fait, la décision de se présenter s'est faite fin 2019. Et je crois qu'on a commencé à faire les premières réunions, c'était peut-être en décembre 2019, et je crois que le premier tour c'était en mars 2019, juste avant le premier confinement, là. Donc voilà, ça a été 3-4 mois très intenses de réunions, de formation d'une équipe municipale, où il fallait qu'on soit 27 noms, et puis des réunions pour constituer notre programme, dont la ligne principale, c'était une transition démocratique, sociale et écologique de la commune. Donc ça a été hyper intense, hyper enrichissant, mais ça a été aussi hyper violent en fait. C'est là que j'ai mesuré que même à l'échelle locale, en fait, la politique c'est d'une violence inouïe, parce qu'en fait, alors c'est certainement lié à la proximité, mais ça exacerbe, enfin dès qu'on parle de politique, ça exacerbe les choses, et donc on a des réactions de concitoyens qui sont parfois assez déroutantes. Je me suis vu une fois être pris à partie par le père d'un type qui se présentait sur une liste concurrente à la mienne, et qui me faisait comprendre qu'en gros, il fallait que je retourne chez moi, et que pourquoi est-ce que je venais les emmerder à me présenter, pourquoi est-ce que je parlais d'écologie, enfin, c'était quoi le truc, rentrez chez vous avec votre permaculture et votre truc comme ça, là, laissez-nous faire la politique, on sait faire, vous êtes des rigolos, vous n'avez rien à faire là. Et voilà, je trouvais que c'était assez violent. Donc finalement, les choses se sont faites comme elles devaient se faire. Et si j'ai pas été élu, c'est que c'était pas le bon moment. Et c'est très bien comme ça. Et finalement, je m'épanouis très bien dans ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est pas du tout un regret. Mais c'est vrai que je me dis heureusement que j'ai pas été élu maire finalement. Et justement, il y a aussi des projets que tu avais envie de mettre en place dans le village, qui ont pu se mettre en place, non? Il y a eu des projets au niveau local, un petit peu de oui. Travail sur cette résilience alimentaire que tu as... Ah oui, ouais, on avait, avec un collectif, on avait initié des choses en 2018, qui avaient été accompagnées par la précédente équipe municipale. Et c'est vrai qu'on avait eu le temps de faire... parce que la période Covid a complètement anéanti tout ce qu'on avait pu mettre en place, mais on avait réussi à mettre en place un verger collectif dans lequel on avait, sur des terres communales, on avait planté un verger à disposition de la population pour produire des fruits, et puis également des légumes pour ceux qui souhaitaient mettre des plants au pied de ces arbres. On a également initié un jardin solidaire, un jardin communal solidaire. Alors, un peu dans l'esprit d'une régie agricole d'ailleurs, mais l'idée c'était plutôt de redistribuer ces légumes pour les bénéficiaires de la banque alimentaire. Et donc sur des terres communales également, près de la salle de sport, on avait obtenu du maire de l'époque, sur 5000 m², de pouvoir cultiver des légumes. Et le fait que ce soit un agent communal qui avait une expérience de maraîchage, qui allait s'occuper de ces jardins avec des bénévoles. Et donc on a produit tous les légumes qu'on pouvait produire en plein air. Et donc ces légumes étaient donnés en partie à la banque alimentaire. Hein. Je sais qu'une autre partie avait dû être donnée ou réinvestie dans le restaurant scolaire. Enfin, ça restait local, quoi. Donc ça, c'était effectivement une belle opération aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Je crois que c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Et puis maintenant, le projet de verger. Donc en fait, c'est finalement trouver des solutions locales pour le désordre global qui a lieu aujourd'hui. Comment est-ce que toi tu entrevois justement cet avenir ? On parle beaucoup aujourd'hui d'éco-anxiété ou quand on rencontre aussi les problématiques d'effondrement ou
en lien avec justement des problématiques à venir par rapport à l'avenir. Comment est-ce que tu entrevois tout ça et quel est ton regard justement sur l'avenir? C'est sûr que là, ces jours-ci, il faut quand même avoir la foi pour rester positif par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc c'est sûr qu'il y a de quoi être anxieux, pas forcément éco-anxieux d'ailleurs, mais anxieux tout court par rapport à ce qui se passe dans le monde. Après, par rapport aux thématiques relatives à l'écologie, en fait, je suis un petit peu surpris, sans l'être vraiment, mais qu'on fasse une fixette sur le changement climatique et sur les émissions de gaz à effet de serre, alors que je suis dépité de voir que finalement rien n'est fait pour lutter contre la 6e extinction de masse, où on est en train d'exterminer donc le vivant et la biodiversité, et que s'il y a bien un truc qui nous tuera en premier, c'est plutôt ça, plutôt que, de mon point de vue, plutôt que quelques degrés supplémentaires, à supposer qu'on aille vers ça dans quelques dizaines d'années. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que le projet de verger, pour moi, fait sens, parce que j'ai l'impression de faire ma petite part en essayant de préserver cette biodiversité à l'échelle d'un verger sur quelques hectares. C'est une goutte d'eau, évidemment, mais bon, comme on dit souvent, c'est la part du colibri qui fait sa petite part. Mais c'est aussi un moyen pour moi, en ayant les mains dans la terre, de garder un peu foi, en fait, et de mettre du positif dans ma vie, tout simplement. Parce que d'être connecté, de vivre sobrement, enfin en tout cas c'est en accord avec mes valeurs, et ça me fait du bien, voilà, tout simplement de pouvoir que mon bureau ce soit un bureau en plein air, au milieu des arbres, même s'il pleut, même s'il fait chaud parfois, en fait c'est tellement épanouissant, et d'ailleurs j'incite vraiment tous ceux qui hésitent ou qui se posent la question, mais allez-y quoi, enfin, franchissez le pas, qu'est-ce qui vous empêche? Enfin, tout est une question de choix. Et donc soit on fait le choix de rester dans la vie que l'on a, souvent par confort ou par peur des aspects financiers, ce qui est un aspect important, je néglige pas. Mais c'est un choix. Et donc si on veut faire sa part, si on veut pouvoir se regarder dans une glace, être fier de dire à ses enfants, j'ai fait le maximum, j'ai fait ma part, c'est une question de choix. Et donc, vous avez le choix de rester dans votre vie actuelle, ou vous avez le choix de la changer et de faire en sorte qu'elle soit encore plus belle pour vos enfants. Donc, allez-y. Et justement, dans cette envie si on veut faire des choix dans sa vie, on fait face parfois à des peurs. Et toi, j'imagine que tu en as eu également. Comment est-ce que tu les as traversées et comment est-ce que tu gère tout ça en fait, cette sortie de zone de confort, parce que c'en est forcément une, de changer de vie? Je le vis plutôt bien parce qu'en fait ça me nourrit et ça m'épanouit tellement qu'en fait je le vois pas négativement. Je dirais même que cette reconversion, j'ai pas l'impression de travailler depuis que j'ai quitté le monde des pompiers. Avant, j'avais l'impression de travailler parce qu'en plus, il y avait tout un symbole à mettre. On mettait l'uniforme. Donc, toi, un peu comme tu rentres dans une pièce de théâtre où tu mets un costume et tu vas faire une prestation pour laquelle tu es payé parce que même si ça n'a pas de sens pour toi ou que ça te plaît moins, tu es payé pour ça. Donc, tu vas le faire. Mais là, tu as l'impression de travailler parce que tu vas pour ça. Moi, ce projet de vie, en fait, il s'inscrit... je travaille souvent, mais j'ai pas l'impression de travailler tous les jours parce que voilà, quand je suis au verger, j'y suis. Je travaille souvent un petit peu à la maison, un petit peu le soir. C'est un petit peu de temps en temps et ça se dilue en fait dans le reste. Et donc, j'ai pas l'impression de travailler. Donc, je le vis plutôt très très bien. Cette reconversion en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et du coup, c'est la passion qui te motive. Comment est-ce que ça... comment dire, qu'est-ce qui te donne justement envie de te lever le jour où il y a des grosses intempéries et qu'il y a plein de choses à faire au verger? Qu'est-ce qui justement quelle est cette flamme qui te... Je pense que c'est la finalité. C'est-à-dire qu'au final...
le verger est devenu un lieu que j'aime énormément, dans lequel je me sens bien. Les gens qui y viennent souvent me disent ça aussi, qu'ils s'y sentent bien. Et puis alors en plus, j'ai eu la chance, j'en ai pas parlé depuis le début de cette interview, de tomber sur Charlène, qui était en stage avec moi avant l'été et qui m'a rejoint là, depuis quelques semaines en stage paysan créatif. Et qui, en fait, avec qui on a le projet de s'associer. Et donc, en fait, le projet initial, quand je l'avais pensé pour qu'on soit au moins 2. C'est pour ça que au total, le projet à terme fera pas loin de 6 hectares, en fait. Mais tout seul, c'est beaucoup, évidemment, à s'occuper. Et donc, pour pouvoir être au moins 2, il fallait avoir suffisamment de foncier. Et donc c'est vrai que j'avais ce projet de m'associer, mais c'était pas forcément prévu. Et puis il se trouve que Charlène a débarqué au verger, et puis en fait ça a très très bien matché. Et j'en parle parce que c'est vrai que Charlène est devenue vraiment une... Alors je vais faire attention à ce que je dis, parce que bon, elle est quand même mariée, elle a 2 enfants, hein, mais c'est vraiment devenu un élément important de ma vie, parce que j'y passe beaucoup de temps chaque jour au verger avec elle. Et parce que c'est super fluide et qu'en fait, ça répond en partie à ta question, c'est que ça donne envie de se lever, parce que finalement, on s'entend super bien, on se complète bien, et qu'il y a vraiment de belles choses à faire à 2. Surtout qu'il y a vraiment une synergie à être à 2 que tu n'as pas de fait quand tu es tout seul, parce que certains travaux ne peuvent se faire qu'à 2, ou en tout cas se font beaucoup plus facilement à 2. Donc il y a une vraie synergie. Puis après, bon, voilà, il y a des aspects pratiques ou logistiques qui sont évidents. Voilà, pour l'un comme pour l'autre, ça permettra de prendre des congés. Si on est malade, l'autre est présent. S'il y en a un qui est en train de faire un marché, l'autre peut s'occuper du verger. Donc voilà, il y a une continuité aussi. Donc il n'y a que des avantages en fait. Mais il faut arriver à bien s'entendre et avoir la même vision du projet. Et a priori, c'est le cas. Donc c'est plutôt chouette, c'est vraiment une belle rencontre. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir bosser avec Charlène. Et c'est vrai que ça participe à avoir envie de se lever le matin, parce que je sais qu'à chaque fois... alors bon, elle me bouscule un peu parfois. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Attends, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Mais en même temps, c'est positif. Donc non, c'est vraiment super épanouissant de travailler dans ces conditions-là. Et donc finalement aussi, un des points essentiels de la résilience, c'est aussi cette entraide et cette œuvre collective en fait qui est importante. Oui, dans les notions, enfin dans les axes pour améliorer la résilience, effectivement, le travail collectif est une clé de voûte, ou en tout cas est indispensable. Parce que c'est vrai que dans les questions de résilience, on parle souvent d'autonomie, dont parfois certains dérivent en parlant d'autarcie, ce qui est juste utopique. L'autonomie alimentaire, pour reparler de résilience alimentaire, alors, quand on parle de relocalisation d'une production alimentaire, c'est pas de se dire on n'achète plus rien qui vient de l'extérieur, mais c'est de dire on peut peut-être essayer de produire plus localement, et pour ça, ça sert à rien d'essayer de tout produire soi-même. C'est quasiment utopique de se dire qu'on va réussir à cultiver des céréales, des fruits, des légumes, des oléagineux, et puis aussi un petit peu de viande pour ceux qui en mangent. Enfin, tout ça sur une même ferme, non, c'est pas possible. Donc voilà, nous on fait des fruits, des copains paysans font des très bons légumes, un autre fait du très bon pain, etc. Et en fait, c'est ça, ce collectif qui rend le territoire plus résilient, parce que on produit chacun dans notre domaine, on s'entraide régulièrement entre nous, et donc c'est tout ce petit réseau effectivement qui améliore la résilience locale, parce qu'on travaille collectivement, ouais. Même si on n'est pas tous les jours les uns avec les autres, mais on sait qu'en général on peut compter les uns sur les autres s'il y a besoin. Et donc avec tout ce parcours et toute cette ces domaines que tu as explorés, qu'est-ce qui te tient à cœur aujourd'hui du coup avec ces projets de partager Qu'est-ce qui me tient à cœur comment ça dans tout ce que tu as envie de partager, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur finalement
si c'était des valeurs, des idées, des projets, enfin... Qu'est-ce qui me tient le plus à cœur dans ce projet? Ce serait d'inspirer en fait. Ce serait de manière un peu naïve de se dire que cette reconversion professionnelle, ce projet agricole de verger diversifié, si ça pouvait inspirer d'autres personnes de faire pareil, ce serait chouette, parce que je me dis que je ne l'aurais pas fait non plus pour rien. Parce que voilà, c'est vrai que souvent, comme je le disais tout à l'heure, tout est une question de choix. Il y en a chez qui la graine est en train de germer, mais parfois il faut un petit élément déclencheur pour franchir le cap et passer à l'action. Et parfois de pouvoir s'inspirer en fait d'un exemple qui semble fonctionner, ça peut être finalement le coup d'accélérateur pour se dire bon ben il l'a fait, ça marche, et en plus ça lui plaît, il s'épanouit, il est heureux. Enfin, bon ben, mais pourquoi pas moi aussi j'ai envie de faire ça, et donc que ça puisse peut-être pousser certains à le faire, ce serait chouette. Donc voilà, ce serait peut-être ça, ouais, inspirer pour donner envie. Ouais, je crois que c'est. C'est ce qui me vient le plus à l'esprit, là, comme ça. Et ben, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Oula, si j'avais un message à transmettre à l'humanité... Ben, ce serait de s'occuper de son jardin déjà, de remettre les mains dans la terre, juste ça déjà, de se reconnecter à la nature, au vivant, enfin juste ça. Parce qu'on est devenu une génération un peu hors sol. Comme disait Pierre Rabhi, on vit dans des boîtes toute notre vie. On sort en boîte, on travaille dans des boîtes, on finit dans une petite boîte d'ailleurs, 6 pieds sous terre. Enfin, on passe notre vie dans des boîtes, et en fait, on est tellement isolé de la nature que maintenant on a peur de la moindre araignée, enfin, les moindres insectes qui rentrent dans la maison. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, on est le vivant, on est la nature, et donc il faut qu'on se reconnecte absolument à elle. Et c'est pour ça que je disais faire son jardin, parce que c'est une manière de commencer. Ou juste aller dans la nature, se promener, faire des bisous aux arbres, etc. Mais ouais, je crois que ce serait surtout ça, quoi. C'est parce que j'ai la naïveté de croire que ça pourrait apaiser l'homme en général, et ça pourrait peut-être l'empêcher de faire les horreurs qu'il fait en ce moment et depuis trop longtemps. Voilà. Voilà, voilà ce que je peux te dire. Eh ben, merci beaucoup, Marc. Donc, vous trouverez dans la description tous les liens vers les réseaux sociaux de Marc et ses différentes activités. Vous trouverez également un lien pour soutenir l'association nutritive et le planter des arbres fruitiers et des forêts comestibles en Vendée et ailleurs. Encore un grand merci, Marc. Merci à toi, Benjamin, pour l'invitation. Et à bientôt pour un prochain podcast.